Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le tube du Manchot. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler un peu technique. Mais promis, on va le rendre accessible, les systèmes de fichiers sous Windows et Linux. Je suis accompagné d'Henri, que vous connaissez peut-être déjà. Bonjour Vivienne, bonjour à tous. Et de Roland, qui débute tout juste sous Linux. Bonjour. Et oui, je confirme. Je découvre, et parfois je suis un peu perdu. Henri, pour commencer simplement, un système de fichiers, c'est quoi? Très bonne question. Un système de fichiers, c'est la manière dont un système d'exploitation organise les données sur un disque. En gros, comment les fichiers sont stockés, nommés, retrouvés et protégés. Donc, c'est comme une bibliothèque? Exactement. Imaginez une bibliothèque. Les livres, ce sont vos fichiers. Les étagères, les dossiers. Et le système de classement, c'est le système de fichiers. Sur Windows, on entend souvent parler de NTFS et sur Linux, plutôt de XT4. Qu'est-ce qui change? Sous Windows, le système de fichiers principal s'appelle NTFS. Sous Linux, le plus courant est ext4, mais il en existe d'autres comme BTRFS ou XFS. Et concrètement, ça change quoi pour moi? Plusieurs choses. En premier, Linux est très strict, chaque fichier a un propriétaire et des permissions, lecture, écriture, exécution. Windows gère aussi les droits, mais c'est souvent plus transparent pour l'utilisateur. Ensuite, la structure globale. Windows utilise des lettres de disque, C, D, etc. Linux a un seul grand arbre qui commence à la racine. Enfin, la robustesse et les fonctionnalités avancées. Justement, parlons organisation. Roland, sous Windows, vous avez vos habitudes? Oui, j'ai documents, images, et puis le fameux disque C. Parfait. Sous Windows, c'est /Windows et pour le système. C'est /users non contient les fichiers personnels. Sous Linux, c'est différent mais logique. / la racine, est le point de départ de toute la hiérarchie des dossiers et des fichiers. Dans /home on trouve les dossiers des utilisateurs. C'est dans /etc que se trouve la configuration du système, un peu l'équivalent de la base des registres Windows. Dans /var on trouve les fichiers qui changent souvent, log, base de données, et dans /usr les programmes installés sur Linux. Il y a aussi /temp pour les fichiers temporaires. D'autres existent aussi mais c'est peut-être trop tôt pour en parler. Donc, Home, c'est comme Users. Exactement. Home Roland serait votre espace personnel. On entend souvent dire que sous Linux, tout est un fichier. C'est vrai? Oui, et c'est un concept fondamental. Les périphériques, disques, claviers et certains processus. Tout est représenté comme un fichier dans le système. Ah, ça simplifie ou ça complique? Au début, ça surprend. Mais ensuite, ça rend le système très cohérent. Est-ce qu'on peut lire un disque Windows sous Linux? Oui, Linux lit très bien le NTFS. En revanche, Windows ne sait pas lire ext4 sans logiciel supplémentaire. Donc si je branche un disque Linux sur Windows, ça marche pas? Pas directement, non. Henri, dites-moi, ces choses comme .doc, .pdf, .png ou encore .odt, qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est une très bonne question. Ce sont ce qu'on appelle des extensions de fichiers. Les quelques lettres après le point indiquent le type de fichier, et surtout le logiciel capable de l'ouvrir. Donc, si je comprends bien, c'est une sorte d'étiquette? Exactement. C'est une étiquette numérique. Par exemple, .doc ou .docx correspondent à des documents texte de Microsoft Office tout comme .odt, qui est un format ouvert utilisé notamment par des logiciels libres comme LibreOffice. .xcf, c'est l'extension d'une image en mode natif de GIMP. Et le .pdf, que l'on rencontre très souvent. Le .pdf est un format conçu pour conserver la mise en page, quel que soit l'appareil ou le logiciel utilisé. C'est pour cela qu'il est très utilisé pour les documents officiels. Je vois, et .png. Dans ce cas, .png est un format d'image. Il offre une bonne qualité et permet notamment la transparence, ce qui est très utile pour des logos ou des illustrations alors que .jpg ou .jpeg ne la gèrent pas. donc chaque extension correspond à un usage précis? Tout à fait. Et cela a aussi un impact sur la compatibilité. Par exemple,
.odt est intéressant parce qu'il est un format ouvert, il peut être lu par différents logiciels, sans dépendre d'un éditeur particulier. Donc le choix du format n'est pas anodin. Absolument. Il détermine la facilité avec laquelle un fichier pourra être partagé et utilisé. Je comprends mieux. Il ne suffit donc pas de changer le nom du fichier? En effet, renommer un fichier ne modifie pas son contenu. Voilà une précision importante. Henri, vous nous aviez parlé d'un terme technique intéressant, les snapshots. Oui, ça m'a intrigué aussi. Un snapshot, c'est comme une photo instantanée de votre système à un moment donné. Une sauvegarde? Pas exactement. C'est plus rapide et plus léger. On ne copie pas tout, on garde juste les différences. Donc si je casse mon système, je peux revenir en arrière? Exactement. C'est très utilisé avec des systèmes comme BTRFS. Linux est souvent réputé plus sécurisé. C'est lié au système de fichiers? En partie, oui. Grâce à la gestion stricte des permissions, la séparation claire entre système et utilisateur. Un programme malveillant a moins de chances de casser tout le système. Sous Windows, c'est plus tout ou rien. Disons que Windows a longtemps été plus permissif, même si ça s'améliore. Roland, imaginons, vous installez Linux demain. Qu'est-ce qui va vous surprendre? Ne pas trouver mon disque C. Exact. À la place, vous aurez /home pour vos fichiers, et éventuellement des disques montés dans /mnt ou /media. Monter? Ça veut dire attaché au système. Un disque n'apparaît pas automatiquement avec une lettre, on le branche dans l'arborescence. On va résumer tout ça pour ceux qui découvrent. Avec plaisir. Pour Windows et NTFS. Lettre de disque, c'est des deux points. Organisation plus visible. Sous Linux. ext4, souvent. Une seule arborescence /. Très structurée et logique. Permission stricte. Franchement, ça paraît moins flou maintenant. Mission accomplie alors. Le plus important, c'est de pratiquer. Lire, tester, et ne pas avoir peur de se tromper. Ça, je suis déjà en train de le faire. Merci à tous les deux. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Tube du Manchot. Si vous débutez sur Linux, dites-nous en commentaire ce qui vous pose problème. On fera peut-être un prochain épisode dessus. À très bientôt. Si vous aimez ce contenu, soutenez notre chaîne. Abonnez-vous au Tube du Manchot. L'épisode 5 de la saison 1 arrive prochainement. Son titre. Les logiciels libres et gratuits pour la bureautique, le graphisme, le son, la vidéo, les jeux et les outils. Un tour d'horizon des solutions disponibles sous Linux face aux logiciels concurrents. Pour travailler, créer et se divertir. Rendez-vous très bientôt sur le Tube du Manchot.